c'est Celle. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire mon update de lecture de mars-avril 2022. Je suis une très bonne élève. Il y a une remontada en ce moment, je fais que lire tout le temps, je suis trop contente. Ça va être un update de lecture avec des super lectures, des déceptions. Je vous fais la petite liste de tous les livres que je vais lire, comme ça vous saurez directement où aller s'il y en a que certains qui vous intéressent. Je vais parler en premier du tome 2 de Aristote et Dante. Ensuite je vais parler de Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Je vais ensuite parler de She Gets the Girl. Ensuite on va parler de la duologie Still Beating The Inheritance Game. Ensuite nous parlerons de The Intimacy Experiment. Nous parlerons ensuite de A Little Life. Et enfin nous terminerons avec Crescent City 2. Aristote et Dante Dive into the Water of the World. C'est donc le tome 2 qui est sorti quasiment 10 ans après le tome 1. J'ai lu le tome 1 en 2015, donc vraiment très tôt. C'est un livre qui a vraiment changé ma vie. J'avais jamais lu une plume comme celle de Benjamin. Le tome 2, ça m'a pas fait la même claque. Le style d'écriture était le même, donc toujours aussi poétique, toujours aussi élégant et philosophique même, je dirais. Franchement, ces livres pour moi c'est de la philosophie. Quand tu l'as lu une fois et que ça t'a transcendé, quand tu lis la même chose la deuxième fois, je trouve ça incroyable. Mais il y a moins ce côté de surprise que j'ai eu la première fois. Le livre en fait est resté dans les mêmes vibes. Il n'y a pas essayé d'être autre chose que Aristote et Dante. Benjamin se serait mis pas mal de lecteurs ados si jamais il avait fait un truc totalement différent. Le fait d'être resté dans le même univers, pour moi ça a été moins marquant que le premier tome. Par contre, quelque chose que je tiens à soulever, c'est que c'était quand même plus mature. De 1, Aristote et Dante sont plus grands. La première scène de ce livre, c'est quasiment la dernière scène du tome 1, ça se suit énormément. En fait, on va les voir grandir durant ce tome 2. On va les voir arriver à l'université, à l'âge adulte, et on va en fait traiter de tout ce qu'on n'a pas pu traiter dans le tome 1, de la sexualité, du coming out. On va énormément aussi parler de famille. Aristote avait beaucoup de soucis dans sa famille et on va beaucoup plus explorer ça dans le tome 2. On va aussi parler beaucoup d'amitié et ça franchement je pense que ça a été un des passages préférés de tout le livre. Aristote justement découvre ce que c'est que l'amitié, c'est quelque chose qu'il pensait pas qu'il pouvait avoir. Il va comparer ça à avoir un passeport et j'ai trouvé la métaphore hyper belle, comme si quelqu'un te donnait un visa pour t'autoriser à aller voyager dans son pays, et je trouve ça hyper parlant parce que tu peux obtenir un visa et ensuite ne plus l'avoir. Et le deuxième truc que je voulais souligner, c'est que on a exploré beaucoup plus la colère des personnages. Dans le tome 1, c'était surtout basé sur l'émerveillement, la découverte, les premières fois, et du coup dans le tome 2, on est allé plus loin que ça, c'était plus profond. Il y a littéralement une espèce de petite bataille qui est née dans chacun des personnages et on les a vus dans leurs faces les plus sombres. Je pense notamment à Dante, qui est un personnage qu'on avait vu un petit peu sous son meilleur jour, c'était un petit peu le héros, et c'est toujours d'ailleurs le héros de Aristote. Mais j'ai bien aimé que dans ce tome là, on montre Dante pas au top, on le montre un petit peu triste, on le montre en colère. C'est pas parce que Dante est en colère, ou c'est pas parce qu'il y a des points sur lesquels ils sont pas d'accord que ça peut pas fonctionner entre lui et Aristote. Je fais que de me gratter, je vais avoir des traces. J'ai énormément aimé voir leur couple progresser et voir comment tous les deux, malgré leur caractère, malgré leurs pensées, leurs humeurs, etc., leur lien est quand même resté comme ça. C'est l'amour, bref. Donc voilà, ce deuxième tome, ça a été vraiment pour moi un retour à la maison. Benjamin nous a balancé l'info comme ça. En fait, ça fait des années qu'il fait le film et je crois qu'il a voulu étendre le film sur 4-5 ans pour avoir les mêmes personnages jouer Aristote et Dante petit et Aristote et Dante ado. Il est terminé. Et genre les acteurs, du coup, ils ont terminé de filmer. Enfin, vous pouvez aller voir tout ça sur le compte de Benjamin, mais c'est absolument incroyable. Ok, passons maintenant à Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Un petit peu peur, parce que putain, et voilà, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais être rouge. J'ai la fâcheuse tendance de ne pas du tout aimer les livres hypés. Je m'étais tellement imaginé un truc de malade qu'au final, ce livre c'était juste un truc hyper cool, mais ça m'a pas non plus fait une claque énorme, et surtout je pense que le style d'écriture et la forme du livre ne m'a pas tellement convenu. On suit l'histoire en fait du groupe de musique Daisy Jones et The Six durant quasiment toute leur carrière, à leur début où ils ne se connaissaient même pas, à la formation du groupe, à l'intégration de Daisy dans le groupe, jusqu'au moment où le groupe se casse. Et j'ai adoré de voir un petit peu l'envers du décor de tout le monde du showbiz, de la musique. On les a vus pendant les tournées, on les a vus en train d'enregistrer, on les a vus en interview, on les a vus dans leurs pires moments. Enfin, la vie est dure, donc voilà, trigger warning pour drogue, alcool, pour agression sexuelle. C'est un livre en fait qui était hyper réaliste, je trouve, qui était hyper cru. Il a vraiment tout montré. C'est raconté sous forme d'interview. Vous allez voir venir. Moi, ça me perturbe. Genre, tous les personnages parlent un petit peu en même temps et à chaque fois qu'ils racontent une scène, chaque personnage ajoute sa dose en mode ah oui, moi je me rappelle de ça, moi je me rappelle de ça, moi je me rappelle de ça. Ça m'a un petit peu perturbée. Alors après, je connais plein de gens, ça les a absolument pas perturbés. Donc si vous êtes facilement perturbable en termes de structure de roman,
attention. Après, ça n'empêche pas que c'était quand même hyper immersif, comme je vous ai dit. Ça m'a donné envie d'aller à des concerts, ça m'a donné envie d'écrire des chansons. L'histoire d'amour est hyper intéressante. Je pense que ça a été ma partie préférée de ce livre parce qu'il n'y a jamais vraiment de mots qui sont posés sur la relation entre les personnages, mais on sait qu'il y a de l'amour. Ce livre explore, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai interprété, le fait d'avoir plusieurs types d'amour pour plusieurs personnes. C'est pas un triangle amoureux parce que c'est pas tellement un triangle, on a en fait plusieurs personnes qui gravitent ensemble. On voit à travers un personnage qu'il y a un amour qui est pur et qui dure et qui est stable et qui est un petit peu la base de tout, et il y a un amour beaucoup plus impulsif, beaucoup plus passionné, il y a des hauts très hauts et des bas très bas, et c'est possible en fait que dans ta vie tu te retrouves un petit peu confronté à plusieurs personnes qui te font ressentir des choses différentes, que fallait pas culpabiliser en fait. Enfin, tu peux pas culpabiliser d'aimer, je trouve que c'est horrible de s'en vouloir d'aimer. Et moi c'est un petit peu comme ça que j'interprète le truc et que je punirai pas les personnages de s'être aimés. Ce livre va être adapté en une série TV les gars, et oui une série TV, et je crois qu'elle est quasiment finie, les personnages sont aussi castés etc. Je vais adorer la série parce que il y aura les musiques. J'ai du mal à m'imaginer la tournée avec le concert, il y a des moments où ils décrivent la manière dont ils se regardent quand ils sont en train de chanter, la musique et tout, et il y a trop d'abstrait parce que faut que je m'imagine les gens, la position, et en même temps faut que je m'imagine la musique, et c'est un peu trop compliqué pour moi. Ça m'a, je pense, empêché de vraiment arriver à 100% à vivre le livre, mais en série, étant donné que je vais avoir la musique et les scènes en même temps devant moi, je pense que ça va 30 fois plus me plaire. Après ces deux lectures sympatoches, je vais vous parler d'un énorme fail. J'aurais pu faire venir la Dame Vénère, mais la Dame Vénère, elle vient quand il n'y a pas de gros problèmes, quand c'est juste que j'ai pas aimé, mais là il y a un gros souci. Une romance FF Young Adult que j'ai attendue avec impatience, je suis allée l'acheter le jour de sa sortie. On suit l'histoire de Molly et Alex, qui sont deux filles qui sont à l'université. Molly, c'est le cliché de la fille hyper introvertie, hyper timide, qui a aucune expérience, et du coup quand elle arrive à l'université, elle a un objectif, c'est être sociale, aller aux soirées. Alex, quant à elle, c'est un petit peu l'inverse, c'est un petit peu la meuf casse-cou, arrogante, qui fait ce qu'elle a envie, et en fait elle est dans une relation hyper toxique avec une meuf depuis un long moment, et cette meuf fait que lui répéter qu'elle s'en fout d'elle, qu'elle est pas assez là, qu'elle drague d'autres meufs, et du coup elle lui dit écoute Alex, moi je ne veux plus de toi, ou alors tu me prouves que tu es véritablement une bonne personne. Alex se dit mais comment je peux prouver à ma meuf que je suis une bonne personne? Et là elle va tomber sur Molly. Molly qui est en énorme crush sur une quatrième meuf, sauf qu'elle sait absolument pas comment faire pour l'approcher et tout parce qu'elle est hyper gênante etc. Et Alex va se dire tiens, si jamais j'aide Molly à flirter et se mettre en couple avec cette meuf, je pourrais montrer à ma propre meuf que je suis une personne très gentille. Ceci est le pitch du livre, et je pense que rien que là ça ne tient pas la route. Elle voulait mettre le trope de je t'aide à te mettre en couple avec quelqu'un et du coup on tombe amoureuse dans le process, mais là j'ai trouvé que la situation de base, en tout cas personnellement, elle était pas crédible, et en fin de compte elle a été une personne atroce et odieuse avec Molly. Je vous l'explique tout de suite. La rencontre entre Alex et Molly, c'est pendant une soirée d'intégration, et elle se retrouve à jouer à Je n'ai jamais. Ça tourne mal parce que les gens au 21e siècle étant obsédés par le cul, l'alcool, la drogue, il y a que les questions sur ça qui s'enchaînent, et la petite Molly, elle est à chaque fois je n'ai jamais, je n'ai jamais, je n'ai jamais. Et Alex, ça va la titiller. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est un jeu, espèce de mauvaise perdante. Elle va faire en sorte de faire perdre Molly. Elle va demander à Molly devant tout le monde t'as quel âge? J'ai 18 ans. Là Alex, la meuf est fière d'elle. Elle balance ok, je n'ai jamais été vierge à 18 ans, exprès pour que seule Molly parmi tout le cercle doivent baisser le doigt, et j'ai trouvé ça tellement dégueulasse quoi. C'est du virgin shame. Est-ce que ton but c'est de me faire détester Alex? Donc là clairement j'ai écrit je déteste Alex. Je me suis dit bon ça se trouve il va y avoir une rédemption. Que dalle, de pire en pire, parce que là la Molly elle a culpabilisé, elle s'est retrouvée hyper honteuse. Jamais Alex ne s'est excusé, je pose ça là. Et la chose qu'elle a trouvé à lui dire c'est non mais ça va, c'était une blague, faut te décoincer dans la vie. Et là, ça va être une ribambelle de Alex ne respecte absolument pas les limites de Molly et la force à faire des trucs qu'elle n'a pas envie de faire. Alors, le livre tourne ça en mode ben voilà, si jamais tu t'étais pas forcée, et ben tu l'aurais jamais fait, donc t'es bien contente de t'être forcée. Non mais tu peux faire tout ce que tu veux avec ça, hein, tu peux forcer n'importe qui à faire ce qu'il veut, hein, mais est-ce qu'en fin de compte ça va être positif pour la personne, et est-ce qu'en fin de compte ça va pas le traumatiser? Je suis pas sûre. Les deux savent qu'elles sont attirées par les filles, et à un moment donné, Alex veut relooker Molly parce qu'elle est habillée comme une
grand-mère. En fait, c'est pas dénoncé. Genre, autant je veux bien que tu fasses des trucs comme ça et que ce soit dénoncé, mais là, c'est pas dénoncé, quoi. Alex se pense véritablement comme la meuf la plus swag de toute la planète. Molly enfile plein de fringues dans la cabine des sièges et Alex se dit bon, c'est trop long là d'attendre que tu sortes de la cabine, je vais te regarder depuis l'intérieur. Du coup, elle entre dans la cabine des sièges et Molly elle est en mode parce qu'elle est gênée. Évidemment, enfin, la nudité, moi j'aime pas me foutre à poil devant les gens. Et Alex dit non mais ça va, on est deux filles, puis c'est pas comme si on voulait se sauter dessus. Mais ce n'est pas une réponse, enfin, respecte les boundaries des gens. Vraiment, Alex est présenté comme le héros. Molly elle est en mode merci Alex de m'avoir décoincé, grâce à toi j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. Et Alex en mode oh là là, je suis tellement swag. Alors que à chaque fois en fait qu'elle fait une action pour Molly, dans sa tête c'est pas je vais aider Molly, c'est bon là j'espère que ça va ramener des points pour que ma copine pense que je suis une bonne personne. Du coup tu n'es pas une bonne personne Alex quand tu fais les choses exprès pour qu'on pense que tu es une bonne personne. Il y a eu plein d'autres petits trucs mais je vais pas rentrer dans les détails, donc voilà, ça a été un énorme flop. J'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient pas cool du tout dans ce livre. Ça me fait de la peine parce que c'était une romance FF que j'attendais avec grande impatience. Continuons avec The Inheritance Game. C'est un livre qui a été traduit il y a pas longtemps en français chez Pocket Jeunesse. Et les gars, ce livre était ultra swag. Genre, ce livre peut se la péter de ouf. Je vous préviens, je n'ai quasiment aucun prénom. On apprend à la meuf principale qu'elle a reçu un héritage d'un énorme manoir avec plein d'autres trucs. Elle ne connaît absolument pas le mec qui est mort, elle se dit mais what the fuck, elle vient d'hériter d'un truc de malade, elle va pas dire non, elle voit les 4 petits-fils du gars qui est mort. Grayson, Jameson... Ça se voit que j'étais là pour la romance. Hein. Le grand, un petit peu dark, le mec qui déconne. On a en fait 4 gars qui ont chacun vraiment leur personnalité. Il y en a quelques-uns qui la détestent en mode mais what the fuck, pourquoi c'est elle qui a hérité du truc. Et il y en a qui sont en mode c'est intéressant, je veux comprendre. Parce qu'en fait, ce manoir est rempli d'énigmes. Tout le livre, c'est une énigme où tu dois comprendre pourquoi est-ce que c'est elle qui a hérité du manoir. C'était ultra cool. Même si je n'ai rien compris aux énigmes et que je n'ai trouvé aucune énigme, ça m'a fait trop kiffer de suivre les indices et tout. Ils vont chercher des trucs et il y a des choses qui sont bien pensées, hein. Il y a des passages secrets dans le manoir et tout. La romance était aussi hyper sympa. Alors on est dans du young adulte, ça va être un espèce de triangle amoureux entre le gars un petit peu dark et torturé et ensuite on a Grayson. Grayson qui est le mec hyper froid, hyper moody et lui clairement il fait la guerre à la fille, il est énervé, il dit tu feras jamais partie de la famille. Moi ça c'est mon shit préféré. Genre moi je suis team Grayson, le mec hyper froid qui au final au fur et à mesure il va s'attendrir. La meuf elle devient hyper populaire du jour au lendemain, il y a les paparazzis partout, il y a des gens qui essaient de la tuer et tout. Et juste, enfin j'adore l'ambiance, j'adore en fait les gens qui deviennent ultra connus et ultra riches du jour au lendemain. Le seul bémol c'est justement la résolution de l'énigme. Moi je m'attendais à un truc de ouf et en fin de compte quand tu apprends c'est quoi la raison, moi j'étais un petit peu triste et c'était pas si fou que ça. Et quand même je tiens à préciser que le style d'écriture est ultra prenant et unique. C'est un petit peu un style à la Sieste Pacat. Alors je m'explique, chaque mot a un but. Quand tu lis la phrase c'est satisfaisant. Chaque mot est travaillé et du coup ça s'enchaîne hyper bien. T'as limite envie de jouer le texte en théâtre tellement les répliques sont hyper bien pensées. Maintenant nous allons passer à 2 dark romances. J'adore la dark romance mais je n'en parle pas assez. Sarah de Fragments de lecture a parlé d'une duologie qui parle de kidnapping et moi je vous l'ai répété mais j'adore les kidnappings. Et là les gars on a 2 ultra bons kidnappings. Qui dit dark romance dit trigger warning, il y en a énormément, donc viol, abus sexuels, captivité, PTSD et plein d'autres choses, je vous laisse aller voir. Et c'est donc du new adult. Moi ça m'a vraiment tordu l'estomac, donc adepte de dark romance je vous le conseille, mais si jamais vous débutez un peu la dark romance, commencez peut-être par Lotus qui est un peu plus soft, mais Steel Beating il est vraiment hardcore. Donc dans Steel Beating on va suivre l'histoire de Cora et Dean qui ne s'entendent pas du tout. Dean est tout simplement le fiancé de la sœur de Cora et en fait un soir ils vont simplement se faire kidnapper alors qu'ils rentraient en voiture et ils se réveillent enfermés dans un garage ou un espèce de sous-sol. Leur agresseur c'est un énorme psychopathe. Donc la première moitié du livre on a tout ce qui se passe pendant leur captivité et la deuxième partie du livre ça va être simplement comment ils vont vivre après tous ces traumatismes et comment ça va les impacter. Ce livre reste une romance. Le côté psychologique est ultra bien fait, ultra lourd, mais on n'est pas non plus dans un essai psychologique. Donc il y a plusieurs choses je pense qui ont été adoucies et qui ont été un petit peu réorganisées pour que ça marche dans le livre en termes de romance, etc. Si vous voulez un livre qui traite à 100% du PTSD après des agressions sexuelles, lisez A Little Life, j'en parle juste après. Je lis de la dark romance, je suis là pour le côté psychologique et là il était très bien fait. Dean et Cora vont pas du tout avoir la même façon en fait de se reconstruire et de gérer leur trauma. J'ai bien aimé
donné qu'on voit que c'est pas pareil pour tout le monde, ces deux-là sont hyper humains, ils sont hyper réalistes. Ça veut dire que bah, forcément quand tu es traumatisé, quand tu as vécu des choses absolument horribles, ça laisse des séquelles, donc tu ne vas pas aller au travail, manger, ils ne vont pas être les mêmes personnes quand ils vont ressortir. J'ai vu certaines reviews de gens qui reprochaient à Cora surtout d'être insupportable, mais elle n'est pas insupportable, elle est juste traumatisée quoi, donc laissez-la péter ses câbles et laissez-la ne plus savoir comment vivre en fait. Et moi je trouve que c'est réaliste le fait qu'elle soit insupportable. Et le truc c'est que après en fait avoir été traités vraiment comme des objets tous les deux, tu te sens comme un objet et après tu vas avoir tellement de mal à reprendre conscience que tu es un être humain et que tu as de la valeur. Un truc par contre, moi j'aurais pas géré comme ça, c'est les proches de Cora et Dean, notamment bah, du coup la sœur de Cora qui était à la base fiancée avec Dean. Il y aurait tellement un moyen de faire une étude hyper poussée sur elle, de approfondir sur personnage, que elle a été la peste de service. Elle a dit de ces trucs les gars, je vous le dis pas, mais elle a dit des choses qui sont horrible. Ben moi je suis pas trop d'accord parce que du coup on l'a transformée un petit peu comme la meuf cruelle, aucune empathie. Je trouve que c'est dommage parce qu'elle aurait pu avoir vraiment toute sa partie à elle quoi. Elle aurait pu s'exprimer sur la chose et elle aurait pu développer vraiment ce que ça fait. Mine de rien, même si elle a pas vécu le truc, ben ça l'impacte énormément. Et j'ai trouvé que ben, du coup l'autrice a raté ce personnage là. Parlons maintenant très rapidement de The Intimacy Experiment de Rosie Daman. On suit l'histoire de Naomi et Ethan. Naomi est donc une ancienne travailleuse du sexe et maintenant elle a une application où tu peux avoir des abonnements, où tu as des contenus, etc. Et elle donne aussi des conférences sur la sexualité. Et de l'autre côté, on a Ethan. Ethan qui est donc rabbin. Et sa synagogue, en fait, elle tombe un petit peu à l'abandon. Il n'y a pas grand monde qui y va. Donc lui, ça le fait chier. Il aimerait bien un petit peu remoderniser tout ça, attirer la jeunesse. Naomi, elle est à la recherche d'un nouveau boulot, sauf que personne ne la prend au sérieux. Elle a encore des remarques hyper déplacées, hyper slut-shaming et tout, sur sa vie, sur ce qu'elle fait, sur son travail. Et bah, évidemment, ça la saoule. Même si elle a créer un petit peu une carapace, c'est quand même difficile de se faire insulter toute la journée. Ethan va être impressionné par cette meuf, il va être là en fait alors qu'elle présente ce qu'elle fait et tout, et clairement il va être en mode oh my god, God is a woman and her name is Naomi, et il va aller la voir à la fin pour lui dire écoute, j'aimerais trop que tu fasses des conférences sur l'amour et la sexualité dans ma synagogue. Et là elle lui rit au nez, elle lui dit non mais de fuck, enfin, la sexualité et l'amour c'est pas tabou, je pense que ça pourrait ramener de la jeunesse et ça pourrait aider les gens, et du coup ils vont s'allier. Award de tout, award de la bienveillance. Oh là là, autant je vous dis qu'il y a des romances qui sont bienveillantes avec du respect, mais là, ça n'a jamais été autant démontré. Genre ce livre est la confirmation, la preuve que le respect et la bienveillance, c'est le truc le plus sexy du monde. Les deux, en fait, étant donné qu'ils viennent de milieux qui sont beaucoup jugés, sur lesquels il y a beaucoup de tabous, et bah mine de rien, ils vont un petit peu se comprendre à travers leur histoire, et ils vont énormément s'aider l'un l'autre. Ethan, il va vraiment prendre soin de Naomi, il va la soutenir, il va la faire se sentir valorisée dans son travail, et Naomi elle va énormément aussi motiver Ethan, elle va vraiment lui dire que c'est pas con et que surtout la foi c'est pas quelque chose dont tu devrais avoir honte. J'ai trouvé que leur relation était hyper inspirante et hyper touchante et hyper... Il y a une scène les gars, je savais pas que ça existait de faire ce genre de scène. Aussi j'ai beaucoup aimé que ce soit vraiment des adultes. Je commence à vraiment adorer les romances où les gens ont 25-30 ans parce que les sujets sont tellement plus profonds. Si vous vous inquiétez sur le fait que ça parle de porno et tout ça, c'est pas vulgaire hein, absolument pas. Ça amène tellement une déculpabilisation et ça brise pas mal de tabous, ça déconstruit un petit peu l'image assez crade du porno, et du coup je trouve ça que c'est trop bien. Je commence à ne plus avoir d'énergie, c'est parfait parce qu'on va parler de A Little Life. Je suis en plein challenge des terreurs et du coup j'ai lu le livre pour faire un maximum de puntos à mon équipe dans la catégorie contemporain. Je savais que ce livre était difficile à lire, mais je n'ai jamais voulu regarder pourquoi. Parce que je voulais me laisser la surprise, mais je me doutais que c'était l'histoire de la vie de quelqu'un, une histoire qui est absolument horrible et difficile à lire. C'est le cas. C'est le livre le plus cru que je n'ai jamais lu. L'autrice est allée dans des détails qui m'ont mise mal à l'aise. Mal à l'aise parce que en fait je pouvais imaginer le truc sur moi. Et, je vous jure, j'ai dû faire un peu des pauses et j'ai sauté un peu des passages parce que c'était hyper dur. Si jamais vous êtes un peu sensible à la moindre des choses, ne lisez pas ce livre. Moi je l'ai lu et il y a certains trucs qui m'ont trigger, mais voilà, je l'ai fait avec, j'ai pris mes responsabilités, voilà. Mais franchement les gars, tous les trigger warnings existent, donc ce n'est pas un livre que je recommande clairement. Mais sachez que si vous faites le choix de le lire,
vous allez en baver, ça va être difficile, rien que d'en parler là j'ai mal au ventre. Et du coup posez-vous la question si jamais ça vaut le coup ou pas, si jamais vous voulez vraiment le faire. Ensuite l'histoire de Jude, ça commence en fait et donc il traîne avec ses potes etc. Il est en coloc, enfin j'ai pas trop suivi le début. Et on réalise très rapidement que Jude c'est un gars qui parle pas beaucoup, qui a l'air très frêle, très faible. Tout le monde essaye de prendre soin de lui mais en même temps il aime pas trop qu'on prenne soin de lui et tu captes qu'il s'est passé plein de choses dans sa vie. Et en fait au fur et à mesure que l'histoire progresse dans le présent, il va te raconter, il va avoir des espèces de flashbacks de toute son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte jusqu'au moment où, du coup de la vraie histoire. Ce gars-là, premièrement, était élevé dans un couvent, donc pédophilie, violence, torture, tout, la totale. Donc tous les abus possibles et imaginables, il les a vécus quand il était enfant à répétition. Il a réussi à s'enfuir avec un des frères là qui se voulait être gentil avec lui, mais au final ça a été pire parce que en fait il l'a tout simplement prostitué pour se faire de l'argent. À partir de là, il a commencé en fait à s'auto-mutiler. Je pense que ce sont ces scènes-là qui, moi, ont fait que j'ai eu envie un petit peu de vomir des fois, je vous avoue. Après, il a réussi à s'enfuir et il est allé chez un thérapeute qui a encore une fois abusé de lui, qui l'a enfermé dans son sous-sol. Il a ensuite eu un compagnon toxique qui le battait et qui le violait encore une fois, qui a été validiste parce qu'en fait, il a tellement été agressé qu'il a des problèmes, il a du mal à marcher, il a des douleurs, etc. Et du coup, il est handicapé. Ça aussi, ça m'a tellement touchée. Non mais abuse pas, enfin ça va, tu sais marcher, fais pas ta chochotte là, vouloir rouler sur ton machin, moi je sors pas avec des handicapés et tout, vas-y marche, alors que le mec il est dans des souffrances atroces. Voilà, moi c'est vrai que j'étais très sensible à ça quoi, donc c'est vrai que c'est ça qui moi m'a le plus attaquer l'esprit. Et en fin de compte, on a aussi son histoire avec un des gars de son groupe actuel qui s'appelle Willem. Et on va aussi suivre leur relation à tous les deux. Mais en fait, c'est un peu un livre qui, je pense, parle que des fois, c'est un peu sans espoir. C'est trop pour certaines personnes et ils ne pourront jamais guérir. Ben certes, toi, tu veux que la personne elle guérisse, tu veux que la personne elle aille mieux, mais c'est pas possible. C'est trop dur en fait. Peut-être que Jude aurait pu aller mieux, il aurait pu guérir, il n'a pas réussi. Et ça, je trouve que c'est bien de le montrer qu'il y a des gens qui arrivent pas. Et c'est pas en mode bon allez, tu vas mieux là. Je l'ai lu très vite ce livre. Et franchement, je l'ai lu tellement vite que j'ai pas, je pense, pu tout absorber en détail. Mais le titre en fait a une symbolique et ça me dégoûte encore plus. Ce livre est fait pour te dégoûter. Tout le livre est une dénonciation. Donc tu peux pas dire j'ai pas aimé ce personnage là. Bah évidemment que tu l'as pas aimé. Enfin tous les personnages étaient horribles. Mais il y a un seul truc moi que j'aurais aimé qu'il ne se fasse pas pareil. C'est le personnage de Willem. Il y en a plein de gens qui l'adorent. Certes, a été un énorme soutien pour Jude. Je suis pas d'accord sur tous les points. J'ai été déçue de Willem parce que je pensais que parmi tous, ce serait peut-être celui qui briserait le cercle vicieux et qui serait le premier à entendre Jude, à ne pas l'obliger à faire certaines choses parce que Jude en fait pour lui il est plus une personne, il est un objet, il fait tout ce qu'on lui dit de faire, il dit oui quand il veut pas. Je me suis dit Willem, tu connais Jude, tu sais que il va te dire oui mais en fait c'est non. Et pourquoi t'y quand même aller quoi? Oui non mais c'est compliqué aussi quand la personne elle te dit qu'elle va bien, qu'elle a pas besoin d'aide et tout. Mais putain mais à quel moment tu le crois? Ok tu lui laisses son espace mais quand c'est quelque chose qui vous concerne tous les deux, moi je trouve que Willem est responsable. Tu peux pas te dire ah mais il a dit oui. Je suis en colère contre Willem par rapport à ça, même si leur histoire est quand même très touchante les gars, je veux pas nier ça. Le truc qui m'a fait le plus peur dans cette histoire, je vous ai dit, Jude en fait a tellement été abusé et maltraité que il dit oui à tout. Il arrive même plus à dire non. Sa vie lui a prouvé que quoi qu'il fasse, les gens abuseront de lui, donc à quoi bon dire non, autant dire oui et attendre que ça passe. Je suis une people pleaser mais très forte et là j'ai vu jusqu'où ça peut aller et à quel point ça peut être nocif et destructeur. Je vous jure que ce livre, ça m'a vraiment fait une claque parce que je me suis vue à une échelle extrême, voilà, je ne dis pas que je ressemble à Jude, loin de là, mais je me suis un petit peu vue dans Jude et en fait ça m'a fait peur et je me suis dit putain, c'est à ça que ça ressemble. Parce que c'est une histoire qui ne vous laissera pas indifférente, voilà, je vous le dis. Et terminons rapidement sur Crescent City 2 de Sarah J. Maas. Crescent City, j'avais pas mal aimé le tome 1. J'avais un petit peu espoir que Sarah J. Maas essaye de changer la donne, faire quelque chose de différent, de changer un petit peu. Et en fait, avec Crescent City, j'avais vu autre chose venant d'elle. J'avais vu vraiment une histoire mature, une histoire qui était intéressante. Et dans ce tome 2,
elle est retombée dans ses travers de Hakotar. Parce que le truc que j'avais bien aimé dans le Crescent City 1, c'est que c'était beaucoup plus mature, on sentait que c'était adulte, et la relation entre les personnages, c'était pas cucu, c'était pas vas-y je te saute dessus et tout, non, c'était profond et tout. Et là, il y a eu en fait un bail de mates. Sarah, arrête avec les mates. On en met partout, il y en a partout. Et pour une fois qu'on avait une relation qui se basait vraiment sur les sentiments et sur le cœur, et il n'y avait pas d'histoire de mates, bah tu nous as cassé ça, tu nous as foutu des mates en plein milieu. Donc ça, moi j'étais un petit peu en colère. Après quand même, ce livre c'était addictif, il y avait du suspense, il y avait de l'action. Moi j'étais quand même contente de revoir Bryce et Hunt, voilà, c'était cool. Il y a quand même eu une petite intrigue qui m'a pas mal plu, c'était l'intrigue de Rune avec Knight. J'ai énormément aimé le point de vue de Rune pendant toute cette partie-là. Je préférais lire ces scènes-là que les scènes avec Bryce et Hunt, pour vous dire. Je ne vous spoilerai pas la fin de ce livre, mais j'ai pas aimé, voilà, j'ai pas trop kiffé. Bon, après, on laisse les auteurs faire ce qu'ils veulent avec leur saga. Sarah va perdre énormément de lecteurs avec cette idée-là. Je pense que ça va créer un binge absolument pas possible. Donc je suis déçue parce que j'avais beaucoup d'attentes pour cette saga. Et voilà les amis, c'est fini pour cette update lecture qui était beaucoup trop long comme d'habitude. Si jamais vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.